Je vais vous présenter à votre demande quelle analgésie pour les biopsies de prostate. Alors je vais vous présenter d'abord pourquoi on fait des biopsies de prostate et ensuite quelles sont les recommandations. Alors il est important que je souligne ici que ce n'est pas que mon travail personnel, c'est un travail d'équipe. L'Association française d'urologie est regroupée en sous-comités. Ces sous-comités comprennent des praticiens à la fois du secteur public, qu'ils soient universitaires ou non, mais aussi des praticiens du secteur privé, et on émet des recommandations qui sont le plus souvent suivies par les professionnels, dans le sens où nous avons un congrès important qui s'appelle le congrès de l'Association française d'urologie, qui a lieu tous les ans au mois de novembre, donc qui a lieu bientôt. Et ce congrès permet souvent de diffuser de façon importante ces recommandations. Alors, le texte que vous avez eu dans le fascicule a été écrit par Adil Ouzan et sous la supervision d'Arnaud Villers et de moi-même. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on fait ces biopsies. On les fait pour rechercher un cancer de la prostate. Et le cancer de la prostate, c'est un cancer dont le dépistage est très discuté. Néanmoins, quelques chiffres pour bien comprendre. Le cancer de la prostate, c'est 71 000 nouveaux cas par an. Et ce que ça donne en pratique, c'est le premier cancer chez l'homme par ordre de fréquence. La deuxième chose, c'est qu'on dit souvent c'est un cancer qui n'est pas forcément létal, c'est vrai, mais quand même 10 000 patients en France décèdent chaque année. Et qu'est-ce que ça représente 10 000 patients, en dehors d'être la troisième cause de mortalité par cancer? C'est ce qu'il y avait comme accident sur la route, des accidents de la voie publique, les décès par accident de la voie publique, bien avant les grandes campagnes de prévention, avec en particulier l'ensemble des radars sur la route. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Comme vous avez bien compris, son dépistage est discuté, parce que ça s'adresse souvent à des patients âgés. Et la question qu'on est amené à se demander lorsque l'on diagnostique ce cancer, c'est est-ce que les patients vont mourir de ce cancer ou est-ce qu'ils vont mourir d'autres pathologies, tout simplement. Alors, comment on en arrive à donner du moins l'indication de ces biopsies de prostate? Eh bien, on fait un dosage sanguin ce qu'on appelle du PSA. Ce PSA, c'est un antigène spécifique de la prostate, et c'est son augmentation par rapport à une valeur normale, entre guillemets, qui conduit à proposer des biopsies éventuellement précédées d'une IRM. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces biopsies que l'on va réaliser sont la seule méthode pour prouver le diagnostic. Mais aussi et surtout, c'est le critère majeur pour évaluer son pronostic. Et de cette évaluation du pronostic, on va décider de la thérapeutique. Et la thérapeutique peut aller de la simple surveillance à un traitement qu'on appelle radical, c'est-à-dire traiter l'ensemble de la glande, que ce soit d'un point de vue chirurgical ou avec des rayons, avec une radiothérapie. On parle actuellement beaucoup des traitements ciblés, c'est-à-dire traiter que la partie malade à l'intérieur de la prostate, ce qu'on appelle des traitements focaux, mais qui sont en cours d'évaluation. C'est pour ça qu'on insiste sur la qualité des biopsies, parce que c'est de cet examen-là qu'on va prouver le diagnostic et évaluer le pronostic. Alors comment ça se passe en pratique avant d'en venir spécifiquement à l'analgésie? Eh bien, ça se passe par le plus souvent, dans 95% des cas, par voie endorectale, où on introduit une sonde échographique, et sur cette sonde échographique, ça nous permet d'avoir une image de la prostate. Sur cette sonde échographique est présent un guide qui est solidarisé à la sonde, et dans ce guide, on rentre une aiguille reliée à un pistolet, et quand on déclenche le petit bouton du pistolet, ça fait avancer l'aiguille en deux temps. Premièrement, sa partie interne, et deuxièmement, sa partie externe, qui permet de prélever une partie de tissu. Cette partie de tissu fait en général une vingtaine de millimètres de long et c'est une aiguille en général de 18 gauges. Et donc on obtient un petit échantillon qui est représenté à l'intérieur de ce pot, petit échantillon qui est ensuite envoyé en anatomopathologie. Alors on peut les faire soit en position gynécologique, soit en décubitus latéral, le plus souvent gauche, sachant que l'ensemble des opérateurs sont plus souvent leur main dominante du côté droit. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cancer, on ne le voit pas dans l'image échographique, et donc on va échantillonner la prostate avec un nombre de prélèvements, le plus souvent 12, et c'est actuellement ce qui est recommandé dans le cadre du dépistage de la prostate. C'est-à-dire que le patient ne va pas avoir qu'un seul prélèvement au sein de sa glande, mais on va en avoir une
douzaine, et la durée de l'examen est de l'ordre de 10 à 15 minutes. Quel est son rendement? Grosso modo, on estime aujourd'hui qu'en France, un patient sur deux aura le diagnostic de cancer. Et simplement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, comme on développe de plus en plus la surveillance dans la prise en charge de ces cancers, eh bien, de nombreux patients sont amenés à revenir pour bénéficier d'une deuxième série, voire d'une troisième série de biopsies de prostate. Et on estime qu'aujourd'hui, un tiers des patients qui ont des biopsies de prostate en France l'ont dans le cadre de ces réévaluations. Et donc là, c'est là où vraiment la prise en charge de ces patients et de faire en sorte qu'il n'ait aucune douleur lors de la réalisation des biopsies les fait bien plus adhérer à ce type de prise en charge. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Si le patient a eu mal lors de la première série de biopsies de prostate et que vous lui dites on va vous surveiller et dans 2 ans on va refaire des biopsies, il ne veut pas en entendre parler. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que lors de ce premier geste des biopsies, il soit réalisé de façon correcte. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié une diapo, mais c'est un geste très fréquent. En France, actuellement, on réalise 150 000 séries de biopsies de prostate par an. On considère qu'en Europe, on en fait 1 million, et il y en a aussi 1 million réalisés aux États-Unis. C'est un geste commun extrêmement fréquent, et on estime à peu près que chaque urologue ou radiologue, sachant que c'est plus souvent l'urologue qui réalise ce geste, en fait 3 par semaine. Donc c'est vraiment un geste réalisé de façon régulière. Alors je ne sais pas combien de ponctions lombaires sont réalisées par semaine dans les services de soins, c'est sûrement très fréquent, mais les biopsies de prostate sont pour les urologues le pain quotidien. Alors, ce geste, il n'est pas dédié non plus de complications, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez ici les complications par ordre de fréquence, et celles-ci sont essentiellement des saignements, qu'ils soient dans le sperme ou par l'urètre, voire par le rectum, mais il y a aussi des sepsis qui sont bien moins fréquents, mais qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient, sachant qu'aujourd'hui, on note en France une émergence des résistances des germes, le plus souvent l'Escherichia coli, au fluoroquinolone, qui est l'antibioprophylaxie donnée et du moins recommandée. Alors, quelles sont, et c'est ce qui vous intéresse sûrement le plus, les modalités d'anesthésie? Alors, elles ont été publiées en 2011 dans un article de recommandation pour la bonne pratique des biopsies prostatiques, dont la référence apparaît en bas de l'écran. Et quelle est cette recommandation? Cette recommandation est de réaliser une anesthésie locale à base de xylocaïne à 1%, en réalisant un bloc périprostatique par voie endorectale, éco-guidé, avec une aiguille de 22 gauge. Alors voilà, tout est écrit là, et c'est peut-être la seule diapositive qui est importante dans cette présentation, c'est lidocaïne à 1%, en général une vingtaine de cc, 10 cc à droite, 10 cc à gauche de la prostate, en faisant ce bloc périprostatique par voie endorectale, éco-guidé pour s'assurer que effectivement le produit diffuse bien au niveau de la paroi rectale et avec une aiguille fine de 22 gauge. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres modalités d'anesthésie. En particulier, pendant longtemps, avant les années 2000, on peut dire, on faisait une anesthésie avec une application intrarectale d'un gène anesthésiant, mais on a mis en évidence que celle-ci était bien moins efficace. Et c'est à très haut niveau de preuve. C'était des études randomisées qui ont mis en évidence que l'EVA des patients au cours des biopsies était bien plus importante lorsqu'on ne faisait qu'appliquer ce gel. Deuxième méthode possible, qui demande à ce moment-là un peu plus d'infrastructures, de personnes formées, de matériel, qui est l'analgésie homéopathe. Elle est clairement possible, elle demande une infrastructure un peu plus importante, mais elle n'est pas, elle a quand même un taux d'échec relativement important, de l'ordre de 10 à 30%. Alors personnellement, je ne suis pas un expert de la douleur, et sûrement que la douleur n'est pas ressentie de la même façon par des patients français, par des patients allemands, par des patients italiens, ainsi de suite. Et là, les chiffres que je vous cite sont des chiffres français qui ont été mis en évidence par l'équipe d'urologie de Grenoble. Alors, est-ce qu'on peut faire une anesthésie générale ou loco-régionale? La réponse est oui. Elle est oui. Simplement, ce n'est pas possible de proposer une anesthésie
générales ou locaux-régionales quand on fait 150 000 actes par an dans ce domaine-là. D'ailleurs, il y a eu pour cela une publication de ce qu'on a appelé la circulaire frontière par la DHOS qui a dit que les biopsies de prostate, sauf exception, ne pouvaient pas être réalisées dans le cadre d'une hospitalisation et donc ne pouvaient pas donner lieu à une anesthésie générale. Simplement, parfois, on note qu'on a certains patients tellement stressés qu'on sait qu'ils vont être intolérants à cet acte. Et donc, partant de ce principe-là, on est obligé de leur proposer cette anesthésie générale ou locaux-régionale. L'autre chose, c'est que certains patients ont des particularités liées à leurs antécédents, qu'ils soient une sténose anale, des antécédents de chirurgie ou de pathologie anorectale, qui nous conduisent alors aussi à réaliser ce geste sous anesthésie générale. Et parfois, il y a eu des patients qui ont eu des amputations abdominaux-périnéales qui conduisent non plus à réaliser les biopsies par voie transrectale, mais à travers la peau, ce qu'on appelle par voie transpérinéale ou périnéale. Et cela aussi, bien sûr, on est obligé de leur proposer une anesthésie générale. Et quoi qu'il en soit, suite à cette circulaire de la DHOS aujourd'hui, les facteurs qui font décider si on doit avoir une anesthésie générale ou locaux-régionale doivent être précisés dans le dossier de façon à, en cas de contrôle, pouvoir accéder au remboursement. Alors là, jusqu'ici, c'était des recommandations. Et qu'est-ce que je peux, moi, vous dire à travers ma pratique personnelle? C'est que dans mon service, à la Pitié-Salpêtrière, entre janvier 2009 et aujourd'hui, on a réalisé plus de 2000 biopsies et 2000 biopsies différentes, donc séries de biopsies chez des patients. Et on dispose, pour 1510 d'entre eux, de la mesure de la douleur juste après l'acte sur une échelle visuelle analogique. Chacun de ces patients a eu une anesthésie d'abord avec le gel de xylocaïne, où le gel ne sert pas tant à réaliser une anesthésie, mais plutôt à faciliter l'introduction de la sonde, et ensuite une anesthésie locale à la lidocaïne, suivant les recommandations données. On voit que sur ces 1510 patients, le VA est à 1,26 en moyenne, sachant que la médiane est à 1, mais que sur un tel échantillon, je pense qu'on peut rapporter la moyenne. Alors bien sûr, il y en a très peu qui ont une douleur qui est quand même cotée à 5 sur une échelle visuelle et analogique. Et le plus souvent, à travers notre expérience, ce sont des patients extrêmement stressés. On n'arrive pas à leur expliquer calmement l'acte, ils ne nous écoutent pas, on n'arrive pas à avoir un contact avec ces gens-là. Le plus souvent, ça vient de là. Alors, quelles sont les voies d'amélioration? Parce que quand bien même où on a des recommandations, quand bien même on a l'impression de bien faire notre travail, eh ben, c'est toujours particulièrement difficile d'avoir des patients qui ont mal. Et donc, il y a un facteur très important dans les biopsies de prostate qui est celle de diminuer le stress du patient. Comment ça se fait pour diminuer son stress? Eh bien, c'est déjà prendre le temps de faire une explication détaillée du geste, ce qu'on va faire, comment on va le faire, qu'à tout moment on peut s'arrêter. Et là, l'infirmière a un rôle primordial, ainsi que le médecin, bien sûr. Il faut que l'ambiance soit calme. Si vous faites ça au milieu de bruit, avec des gens qui rouvrent la porte, sans frapper, enfin, comme parfois malheureusement on peut le voir dans les hôpitaux, et bien là on peut être sûr que le patient va être stressé, il va être contracté et il va avoir mal. Et éventuellement, ce que nous on réalise, et ce qui commence à être réalisé dans quelques centres, c'est essayer de leur faire abstraction de l'endroit où ils sont, et on leur passe pour cela de la musique. Nous réalisons une étude prospective actuellement avec une infirmière, et je vais revenir au fait que c'est important d'avoir particulièrement un investissement des infirmiers et des infirmières dans cette thématique-là. Ça a été noté déjà dans des études prospectives randomisées nord-américaines où, quand on passait de la musique aux patients lors de la réalisation du geste, quand bien même on faisait l'anesthésie locale de la même façon que celle réalisée sans la musique, et bien ce qu'on mettait en évidence, c'est qu'on diminuait leur stress, le marqueur étant une diminution de la tension, étant une diminution de l'écart de la tension artérielle avant et après le geste. Enfin, bien sûr, l'analgésie, ça passe par l'enseignement, en particulier des médecins, que ce soit par la formation continue, comme j'ai commencé à vous l'introduire lors du début de cette présentation, par les congrès, mais aussi par les internes informations. Et j'insiste tout particulièrement sur aussi l'information des infirmiers et des infirmières. En particulier, nous avons la chance dans notre spécialité d'avoir un diplôme d'infirmière spécialisé en urologie et on insiste tout particulièrement sur ce point. Alors la deuxième voie d'amélioration, c'est celle aussi de raccourcir la durée de l'acte parce qu'on perçoit très clairement que plus on fait de prélèvements
au cours de ce geste, plus le patient peut avoir la douleur qui augmente. Dans le sens où, sur les 6 premiers prélèvements, il n'a vraiment aucune douleur, et puis, à partir du 6e, il commence à trouver le temps long. Donc, partant de ce principe-là, notre objectif actuel, c'est de diminuer le nombre de prélèvements chez chaque patient. Et pour ça, on bénéficie aujourd'hui d'une modalité d'imagerie qui est encore en cours d'évaluation, mais qui est en train de tout balayer, qu'on appelle l'IRM. L'IRM de la prostate, lié à l'amélioration de la puissance des aimants, des antennes utilisées, des logiciels utilisés et de l'amélioration des pratiques des radiologues, permet aujourd'hui d'avoir un excellent rendement diagnostique dans le cadre des biopsies de prostate. Et notre objectif, c'est premièrement d'éviter des biopsies de prostate à des gens qui n'ont pas le cancer. Donc si une IRM est normale, on ne va plus leur proposer ces biopsies, donc eux n'auront pas du tout mal, a priori. Et sur ceux chez qui on a besoin de faire des biopsies, à ce moment-là, ne faire que des biopsies ciblées sur les zones anormales en IRM, et ainsi diminuer le nombre de prélèvements, qui est actuellement de 12, et on espère passer à 2 ou 3 prélèvements. Voilà, et pour conclure, je voudrais vous dire que l'anesthésie par infiltration périprostatique de lidocaïne à 1% sous contrôle éco-guidé doit être proposée à tout patient chez qui une biopsie de prostate est indiquée. Je vous le dis parce que moi-même, dans mon département, j'ai eu un chef de clinique il y a 2 ans qui m'a dit oui, non, c'est bon, juste du gel. Et il a pris un coup de pied aux fesses et il n'est plus jamais revenu faire ce geste. Donc c'est tout patient doit avoir des biopsies de prostate, doit avoir une anesthésie à la xylocanie. Ce n'est pas éthique de faire autrement. Et l'absence d'anesthésie ou des techniques non efficaces comme les gels d'anesthésiant intrarectaux ne correspondent plus aujourd'hui à une bonne pratique de prise en charge. Voilà, j'espère que le message a été clair et pas trop long. Merci.